Donc, concernant les données de l'ASCO en ORL, il y a surtout eu des updates des études précédentes, notamment l'étude TIPEX. Pour rappel, c'est une étude de phase 2, mais avec quand même 540 patients qui présentaient deux bras de traitement. Le bras standard en cas de rechute locale ou métastatique, qui était du platine 5FU cetuximab, et le bras expérimental, qui était de 4 cycles de Taxotere, cisplatine et le cetuximab avec la maintenance après. Pour rappel, la médiane de survie globale n'était pas différente entre les deux bras, et cette médiane de survie globale était l'objectif principal de l'étude. Là, les auteurs se sont intéressés surtout aux lignes suivantes. Pour information, déjà, 64% des patients dans les deux bras ont reçu une deuxième ligne de traitement au minimum. Et ce qui était intéressant quand même de noter, c'était que 16% des patients, soit 40 patients environ dans les deux bras, ont reçu une immunothérapie. À noter quand même une petite différence entre les patients des deux bras, notamment au niveau des taxanes. Forcément, les patients qui ont reçu un taxane en première ligne dans le bras TIPEX en ont pas forcément reçu en deuxième ligne, d'où la petite différence de 22% de patients qui reçoivent un taxane dans le bras extrême versus 12% dans le bras TIPEX. Là où c'était intéressant de regarder, c'était sur. Alors, ce n'est pas un essai qui s'intéressait à la séquence, c'était vraiment que sur la première ligne, même si l'objectif principal était la survie globale. Dans la deuxième ligne de traitement, la PFS, la survie globale à partir de la deuxième ligne de traitement, elle était de 11,6 mois pour les patients qui avaient cette séquence TIPEX puis immunothérapie, versus 8,3 mois pour les patients qui recevaient extrême puis immunothérapie. Ce qui fait que la survie globale dans ce groupe de patients, alors certes de 40 patients dans le bras TIPEX qui recevaient TIPEX puis immunothérapie, était quasiment de 22 mois. Pour rappel, on est habituellement sur des standards de l'ordre de 10-11 mois. Donc, quand même des séquences, notamment avec cette place des taxanes, qui posent question, qui posent question aussi au niveau des chimios utilisés, ce qu'on voit que finalement, quand on utilise des taxanes, on est peut-être un petit peu plus efficace que quand on n'en utilise pas, puisqu'on est à 9,3 mois de survie globale dans le bras extrême avec plus de taxanes versus 7,1 mois. Deuxième étude aussi où c'était un update, c'était l'étude 048 qui avait permis d'avoir l'AMM. Pour l'instant, on n'a pas encore le remboursement du pembrolizumab. L'étude, c'était une étude de phase 3 avec 3 bras de traitement, le traitement standard qui était encore une fois l'extrême, qui était comparé soit du pembrolizumab monothérapie, soit à du cisplatine, du 5FU et du pembrolizumab avec là aussi une maintenance. Et on avait une augmentation de la survie globale pour le pembrolizumab seul ou en association avec la chimiothérapie en fonction du statut CPS des patients. Là, les auteurs se sont intéressés encore une fois au traitement après, et on se rend compte à la petite différence de l'étude TIPEX, c'est que seulement 50% des patients ont reçu une deuxième ligne de traitement, voire seulement 40% dans le bras pembro-chimiothérapie. Par contre, pour le bras standard, on est toujours aux 16% de patients qui reçoivent une immunothérapie. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la PFS2, alors là, la PFS2 était le temps entre la randomisation et la deuxième progression, elle était augmentée lorsque les patients recevaient du pembrolizumab seul, en fonction du CPS par rapport au traitement standard, et dans tous les bras, dans toutes les sous-populations en fonction du CPS, qui soit élevé ou faible, en sachant qu'on voit très bien encore une fois que c'est vraiment le statut CPS qui tend les courbes vers le haut d'efficacité, et ce qui montre bien une donnée qu'on a quand même, qui est que l'immunothérapie, certes, ne marche pas forcément immédiatement, mais on voit qu'elle a un effet sur la ligne ultérieure. Donc c'est aussi une notion qui en ORL notamment, qui commence à prendre.
Dernière étude dont je vais vous parler, c'est une étude de phase 2, phase 3. On se pose beaucoup de questions sur savoir quelle association on fait avec la radiothérapie, notamment en termes de cisplatine, savoir si on fait du haute dose ou du hebdomadaire à 40 mg mètre carré. Alors, c'est une étude japonaise exclusivement. Alors, ça peut être un biais, même si j'ai rien contre les Japonais, j'ai même un ami japonais. Les critères d'inclusion, c'était des patients qui étaient inclus en post-opératoire, avec des critères classiques, c'est-à-dire des marges microscopiquement envahies ou des ruptures capsulaires pour que le patient reçoive une radiothérapie potentialisée par cisplatine. À noter quand même que le temps d'inclusion était de 6 ans, octobre 2012 et décembre 2018, ce qui est un temps quand même assez long, ce qui peut être aussi un biais sur l'étude. Et donc, les patients étaient randomisés en 2 bras de traitement, soit du cisplatine haute dose 100 mg mètre carré, soit du hebdomadaire à 40 mg mètre carré avec une radiothérapie classique à 66 degrés. Pas de différence par rapport à l'utilisation de la radiothérapie. Le temps de fin de traitement était identique entre les 2 bras. En termes de caractéristiques de la population, il faut quand même faire attention, parce qu'on a des petites différences, notamment un peu plus de patients avec des carcinomes épidermoïdes de l'oropharynx dans le bras hebdomadaire, en sachant qu'on n'a pas de données, notamment sur le statut HPV de ces patients, et on sait que les cancers épidermoïdes de l'oropharynx sont de meilleurs pronostics. Et à l'inverse, on a plus de patients avec des carcinomes épidermoïdes de l'hypopharynx dans le bras haute dose, et on a aussi plus de patients qui ont des T4 ou des N3, ça représente environ 7 à 8% dans le bras haute dose, donc ce qui peut quand même jouer sur les données, sur les résultats. Alors, je vous rappelle que c'était une étude de non-infériorité. L'étude atteint son objectif sur la survie globale. Il n'y a pas d'infériorité, voire même on est à la limite de la significativité en termes d'efficacité sur la survie globale, avec à mettre les quelques biais dont je vous ai parlé précédemment. En termes de toxicité, le profil de tolérance est quand même plutôt en faveur du schéma hebdomadaire à 40 mg mètre carré, que ce soit sur le plan hématologique ou que ce soit sur les autres types de toxicité. Donc, ce qu'il faut retenir rapidement, c'est quelle séquence en rechute métastatique locale ou rechute locale ou métastatique, c'est-à-dire la place des taxanes suivi d'IO, ou alors l'immunothérapie d'emblée. Pensez que ça soit en première ligne ou probablement après, on l'a déjà démontré que l'immunothérapie continue de marcher même après son utilisation. Et en radiothérapie potentialisée, en adjuvant, le cisplatine 40 mg mètre carré par semaine est une option. Le standard reste quand même pour l'instant le haute dose, mais en tout cas, ça peut permettre de conforter. Alors, pour finir, il y a eu d'autres choses, je ne vais pas détailler, mais c'est vrai que le ganglion sentinelle est intéressant pour les petites tumeurs. On essaye de faire des essais de désescalade, des nouvelles combinaisons d'immunothérapie. La médecine personnalisée, c'est la première fois qu'on a un essai qui semble intéressant avec un anti-HRAS pour les carcinomes épidermoïdes. Pour ceux ou celles qui s'intéressent, soi-disant, il y a quelques oncologues qui s'intéressent au carcinome des glandes salivaires. L'axitinib semble assez intéressant. Des biomarqueurs, le TMB revient peut-être un petit peu, et attention aux antibiotiques aussi. Voilà, quelques données en vrac. N'hésitez pas si vous voulez y revenir, il n'y a pas de souci. Moi, je reste disponible. On reste disponible aussi avec les questions, si vous voulez qu'on redétaille un peu plus tard. Voilà, je vous remercie de votre attention pour la séquence ORL. Thank you.